Salam alaikum, Azul, bonsoir. Ces derniers temps, le régime a fait de la liberté de la presse, du respect du droit de la justice et du droit des gens à la dignité son cheval de bataille, avec des déclarations de principe très emphatiques, très tonitruantes, pour justifier l'amendement du droit pénal, du code pénal plutôt, et des peines très lourdes qui ont été prévues pour réprimer les journalistes et les activistes des réseaux sociaux qui dénoncent les méthodes et les pratiques du régime. Le régime a invoqué des attitudes qu'il estime excessives de certains auteurs, dont il nous dit qu'elles sont de la diffamation et des atteintes inqualifiables, intolérables à la dignité des serviteurs de l'État, comme il dit lui. Et dans le même temps, qu'ils accusent ceux qui ne font qu'évoquer ces turpitudes et ces violations du droit, ces plus hauts représentants se répandent en invectives, en insultes, voire même en très vulgaires grossièretés contre tout un peuple ou contre des journalistes qui sortent ou qui tentent de sortir du carcan où ils ont été enfermés. Écoutez-les. Là, c'est le chef d'état-major. Écoutez comment il qualifie les millions d'Algériens qui sont sortis revendiquer un État de droit. للمغالطات المتكررة المستمرة التي تبناها بكل وقاحة هذه الشرذمة الضالة التي تريد أن تفرض رؤيتها المنحرفة على أغلبية الشعب الجزائري من خلال توظيف من خلال توظيف فروعها الإعلامية داخل وخارج الوطن وتجنيد بعض الأبواق المأجورة التي تنعق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي هذا إلى وسائل التسخير المغرض للمسيرات الشعبية والطلابية عبر تصدر هذه المسيرات والحرص على رفع بعض الشعارات فارغة بصفة متكررة تخدم رؤيتهم السقيمة تتماشى تماما مع ما ترمي إليه أهدافهم السالف الذكر. Écoutez maintenant ce que nous disait l'ex-ministre de l'Intérieur sur les mêmes millions de manifestants. Écoutez-le. ما بقي بالاستعمار الآن هو فكر استعماري، لأن لحد الآن بقي هذا الفكر الاستعماري لدى البعض، وهذا الفكر الاستعماري يستعمل فيه بعض من أولادنا الجزائريين أو أشباه الجزائريين من خونة ومرتزقة وشواذ ومثليين نعرفهم واحد بعد واحد، فهم وقفوا صفا واحدا مع هذا الناس، فهم ليسوا منا ونحن نحن لسنا منهم. Et maintenant, nous allons écouter l'actuel squatteur d'El Mouradia, M. Tebboune, qui nous parle de Khaled Drarni, un journaliste incarcéré pour ses seules activités journalistiques et qui est censé jouir de la présomption d'innocence. Alors écoutez, celui qui représente la première institution du pays et appréciez avec quelle rigueur il respecte le principe de la présomption d'innocence en présence de représentants de la presse qui, à l'occasion, n'ont pas bougé une oreille alors que leurs confrères étaient littéralement lynchés. Écoutez. صحفي يخرج يستنطق لأن قال كلام قوي على الدولة الجزائرية، مش على الرئيس ولا يستنطق، يخرج يمشي للسفارة يعطيهم عرض حال، استنطقني فلان واستنطقني فلان. ايش راك ماكش بعيد على الخبارجي هذا صحفي. Et là, c'est le ministre de l'Information, le garde-chiourme d'une presse globalement servile,
qui verrouille l'accès Internet d'un journal en ligne et d'une radio, Maghreb Émergent et Radio M, parmi les rares médias libres de ce pays, et qui nous fait la déclaration suivante. Regardez. Ammar Belhamer, aucune radio M de... non, attendez. Les éditeurs de Radio M et Maghreb Émergent répondent à Belhamer. Et qu'est-ce que... J'aimerais revoir la déclaration du ministre. Ammar Belhamer accuse Radio M de financement étranger. Alors, le même ministre qui, après avoir verrouillé l'accès Internet au journal Interligne et à notre média libre, l'accuse après coup d'avoir menti et distillé l'information pour se faire mousser. Regardez. Pour Belhamer, Interligne a été stoppé volontairement par ses propriétaires. On en est là. Un régime aux abois. On en est là. Un régime aux abois qui donne des signes évidents de détresse et qui tire dans tous les sens. Il tire et barque, comme on dit nous. Et dans le même temps qu'il profite de la pandémie pour tenter de briser le Hirak, par la répression, le recours au Baltagia et aux mouches électroniques, la division, les discours de haine, les intimidations, l'usage des médias mercenaires. Dans le même temps, il tire à boulet rouge sur la presse étrangère qui ose dire de toutes petites vérités sur la vraie situation, l'accusant de vouloir semer la zizanie et de propager un discours haineux contre l'Algérie. Alors, je vais vous demander de regarder ces quelques titres, ceux de la presse algérienne et ceux de la presse étrangère, pour vous faire une idée par vous-même et tirer vos propres conclusions. Presse privée algérienne, dans quel camp? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous allons recevoir Bouzid Ichalanen, rédacteur en chef du média Interligne Algérie, du média en ligne. Hassan Mouali, journaliste. Ihsan El-Qadi, journaliste directeur de Radio M. Karim Kabir, journaliste. Aïssa Rahmoun, avocat, défenseur des droits de l'homme, que nous recevrons en dernier. Alors, Karim Kabir est avec nous. Karim, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Jamal, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, Karim, nous savons, vous et moi, que quand tous les grands titres, tous les grands titres de la presse algérienne
sortent avec des mêmes les mêmes manchettes, c'est que généralement le téléphone a travaillé la veille. Parce qu'on ne peut pas, à moins que ce soit un tremblement de terre ou un événement absolument incroyable, on ne peut pas tous les journaux, traiter d'un même sujet, par exemple de l'appel de Zarwal à Tebboune, en manchette, à la une. Donc rien de changé finalement dans le monde de la presse. Ça continue de fonctionner comme avant, quoi. Écoutez, vous faites du mal avec la crise du Covid. C'est pas évident de faire le métier comme il faut, c'est-à-dire déjà vous avez dû remarquer quand même qu'au niveau déjà national, il y a un problème de masques. Et imaginez un peu avec les contraintes donc, pour exercer le métier, c'est pas évident. Mais ça n'empêche pas que, quand même, qu'il y ait une grave régression qui a été constatée par tout le monde, en tout cas ces derniers mois, où pratiquement depuis, disons, depuis le mois de février, on a tout de même constaté une certaine forme de régression et un certain discours pratiquement uniformisé au niveau des médias. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, donc au-delà c'est-à-dire de la difficulté pour faire le travail, c'est-à-dire pour chercher de l'info, mais tout a été consacré autour du Covid. Et puis, la majorité des gens uniquement sur ce sujet. Il y a un souci au niveau du téléphone, Karim, si vous avez un portable, essayez de ne pas bouger parce que il y a comme des perturbations. Donc, je disais que c'est pas évident de faire le travail normalement, mais j'ai comme tout le monde, en tout cas, constaté que pratiquement c'est les mêmes informations. Est-ce que cela dû il y a les contraintes dans le métier? Est-ce que la presse était d'autres sujets ou essayer d'imaginer, mais en même temps, je sais qu'il y a une forme qui s'est abattue. Tout de même, les gens sont un peu terrorisés. La ligne est très mauvaise, Karim Kabir. Nous allons voir avec la régie pour essayer d'arranger les choses. Peut-être pourront-ils vous appeler sur un fixe si vous êtes quelque part à l'intérieur. Sinon, on va voir comment on peut faire. Est-ce que Hassan Mouali est avec nous? Donc voilà, nous n'avons personne au bout du fil, c'est vraiment dommage. Mais sinon, donc, c'est un état d'esprit qui règne au sein de la presse qui est vraiment très épais, au point où aujourd'hui, je l'ai entendu de la part de plusieurs confrères, au point où plusieurs journalistes sont en train de dire la même chose, sans forcément se connaître, sans forcément être dans le même média, que du temps de Bouteflika, c'était mieux que maintenant. Vous imaginez? Du temps de Bouteflika où la corruption faisait rage, où la censure faisait rage, où l'autocensure a été portée à son pinacle. Eh bien, aujourd'hui, il y a des journalistes qui vous disent, finalement, si nous devions comparer, ben, c'était mieux du temps de Bouteflika. Et nous avons Bouzid Chalalen qui est avec nous. Bouzid, merci d'être avec nous. Bonsoir, Jamal. Bonsoir. Alors, Bouzid, vous animez et dirigez le journal en ligne Interligne, le bien nommé, qui a très vite atteint sa vitesse de croisière. Et vous avez, il n'y a pas longtemps, alerté l'opinion publique que votre journal a été verrouillé. Et le ministre de l'Information a tout aussitôt répliqué. Nous avons montré tout à l'heure sa déclaration en direct, que pour vous accuser d'avoir inventé vous-même de toutes pièces cette histoire pour vous faire mousser, pour vous faire connaître, pour vous faire de la pub en fait. En fait, Jamal, vous savez, l'histoire remonte maintenant à quelques semaines. Le blocage a eu bien lieu et le ministre nous a accusé justement, il ne nous a pas accusé, il a dit, ce qui est très grave pour moi, il n'a pas dit que ces propriétaires ont censuré ou ont bloqué l'accès. Il a dit nous supposons. Un ministre qui dit nous supposons, il n'est même pas sûr des informations, pour moi c'est de la diffamation.
ce qui est vraiment contraire à toute déontologie journalistique parce que le ministre était déjà journaliste. C'est ça qui est très grave. Et maintenant, concernant le blocage, nous, on a déjà été bloqués une fois. Et je rappelle que Belheimer, le ministre de l'Information, était lui-même journaliste. Oui, c'est ce que je viens de dire. Il était journaliste. Oui. C'est ça qui est grave, justement. Un ancien journaliste qui pratique de la diffamation vis-à-vis de jeunes médias, et je rappelle que nous ne sommes pas les seuls, il y a Maghreb Émergent, ADUM, et plein d'autres, pour citer que cela. C'est vraiment de la censure, et c'est vraiment une atteinte aux libertés d'expression. On n'est pas là pour... voilà, ce n'est pas des déclarations populistes ou quoi que ce soit, mais malheureusement, c'est la vérité que tout le monde a pu constater. Et depuis, est-ce que vous avez été déverrouillé? Non, nous n'avons jamais été déverrouillés. On a eu déjà un premier blocage en fin juillet 2019. On a été débloqué juste quelques jours avant l'échéance présidentielle. Nous n'avons jamais été contactés, nous n'avons jamais eu de justificatif concernant le blocage. Et cette fois-ci, c'est pareil, on a été verrouillés et voilà. Et vous n'avez pas porté plainte contre ce ministre de l'Information? Puisque eux, ils sont en train d'attaquer les gens pour diffamation. On ne peut pas déposer plainte parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Si on était dans un état de droit, on aurait au moins une notification qui dit qui a bloqué et pourquoi on nous a bloqué. Maintenant, déjà, les autorités n'assument pas leurs responsabilités. Elles disent qu'on n'a pas bloqué alors que le blocage a été constaté et nous avons... Non, au sujet de la déclaration du ministre, de cette déclaration très irresponsable, diffamatoire. Je suppose qu'ils ont eux-mêmes inventé cette histoire pour se faire mousser. D'ailleurs, Jamal, on a écrit dans le communiqué, justement, il a pratiqué la diffamation au moment, je pense le lendemain ou 2 jours après l'amendement de la loi, justement, sur les fake news. C'est ça qui est justement incroyable. Déjà, c'est la première personne qui pratique la diffamation. Ouais. Donc, on n'a pas vu un procureur de la République qui a bougé une affaire contre lui. Mais voilà, espérons que les choses vont changer. Nous, c'est un jeune journal. Nous continuons toujours à travailler. Et espérons que tout le monde, la raison va revenir. C'est tout ce qu'on peut dire parce que... Bouzid, est-il vrai, comme on le susurre dans la profession, dans la corporation, que le régime fait pression sur vos annonceurs pour les dissuader de faire des annonces sur vous, vos annonceurs ou vos annonceurs potentiels, hein? Écoutez, moi, pour l'instant, nous, on vit avec vraiment très peu de pubs et on n'a pas eu écho de ça. Mais on voit des annonceurs, par exemple, annoncer sur plusieurs journaux et maintenant ils annoncent plus sur les médias électroniques. Soit c'est de la censure ou peut-être c'est des pressions qui sont exercées sur les annonceurs. Et peut-être aussi, c'est le contraire, hein, parce que les gens ont peur quand ils voient l'État bloquer un site. C'est une manière indirecte de dire aux gens il ne faut pas annoncer chez FLM. Hein. C'est une déclaration indirecte de dire aux gens que voilà, c'est des gens avec qui il ne faut pas travailler. Et quel est l'état d'esprit au sein de la profession en Algérie, à Alger notamment? Les journalistes, c'est une ruche. Ils se rencontrent, ils discutent, ils parlent. Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Quelles sont leurs réactions? Vous savez, on va dire une phrase qu'on n'aurait pas aimé peut-être exprimer la chose telle que je vais le dire, mais ce qui se dit, ce qui revient tout le temps, même sous le règne de Bouteflika, on n'a pas vécu ça. Je l'ai dit avant que vous n'arriviez, justement. Voilà, donc la restriction des libertés, pas que dans la presse, c'est-à-dire quand on voit les prises en ferme. J'ai regardé hier l'entretien de Maître Badi à une chaîne de télé étrangère où il disait que voilà, c'est bizarre que en 2-3 jours, tous les verdicts qui ont été rendus lors des procès des militants, c'était 18 mois de prise en ferme. C'est quand même énigmatique. C'est incroyable. Alors, une question Bouzid, qui n'a pas été quasiment soulevée par la presse, malheureusement, et qui est pourtant d'une gravité extrême. Le président de la République, appelons-le comme ça, hein, puisque ce sont ses fonctions officielles, même s'il a été imposé au peuple algérien, le président de la République, qui est censé être la première institution du pays, ça veut dire normalement l'institution qui respecte la loi d'une façon très rigoureuse, a violé le principe de présomption d'innocence, parlant de Khaled Drarni,
il l'a traité de balance, khabarji, de rapporteur, de journalistes qui travaillent avec des étrangers, qui leur fait des bulletins de renseignement ou des rapports de situation. Il l'a dit comme ça, publiquement, et pire encore, il l'a dit devant des journalistes qui n'ont pas bougé une oreille, qui n'ont pas osé lui demander de s'expliquer sur cette grave violation du droit et de l'éthique. Qu'est-ce que vous pensez de ce président qui viole ainsi? Déjà, je vous corrige, il n'a pas dit ça devant des journalistes, parce que les gens qui ont été voir le président, ce ne sont pas des journalistes pour moi. Parce qu'un journaliste, il pose les questions qu'il veut, il relance la personne avec qui il a un entretien quand il veut. C'est pas des questions, je ne vais pas accuser personne, je ne vais pas dire aussi que c'est des questions préparées, mais c'est des questions vraiment soft qu'on pose au premier magistrat du pays, alors que le pays vit une crise politique sans précédent. Par contre, revenons à la fameuse phrase de Khbarji. Moi, franchement, je trouve vraiment très mal placé de la part d'un président de la République qui est le premier magistrat du pays déjà, de parler avec une terminologie pareille. Le président de la République est censé parler avec un langage quand même un officiel. Il n'a pas à dire Khbarji. En plus, le dossier de Khaled Darani, l'affaire de Khaled Darani, il est toujours en instruction. Et Khaled Darani, jusqu'à preuve du contraire, on lui a collé les accusations. Il n'y a pas déjà de chef d'accusation qui dit les Khaled Darani, il est accusé pour incitation à attroupement non armé. Et Khaled Darani, il a été arrêté alors qu'il faisait son travail devant tous les journalistes et tout le monde est témoin. Donc on ne peut pas accuser à tort un journaliste qui était en train de faire son travail d'être Khbarji. Maintenant, si en dehors de ça, de cette affaire, il y a autre chose, oui, qu'ils le disent. Le procureur de la République peut organiser un point de presse, il dit ok, dans cette affaire, il a été arrêté pendant qu'il fait son travail, mais il est poursuivi dans une autre affaire. Je suis journaliste, j'ai une autre affaire, et je suis un citoyen après tout. On ne dit pas qu'un journaliste il est intouchable même quand il commet des erreurs dans sa vie professionnelle ou quand il touche à la dignité ou il fait des choses illégales. Non, un journaliste peut être assisté en justice, mais quand on parle d'un journaliste, c'est-à-dire c'est honteux de mettre un journaliste en prison, c'est honteux de mettre un journaliste en prison quand on l'arrête en train de faire son travail, ou bien quand on l'arrête par rapport à son travail. Maintenant, Khaled Darani, Khaled Khbarji, oui, mais la position, l'attitude du président de la République... Non, justement, par rapport à l'attitude, moi, je trouve vraiment ça très grave. D'ailleurs, le collectif de défense de Khaled Darani, on dénonçait ça. La déclaration du président, c'est une instruction indirecte au magistrat. C'est-à-dire, déjà, il a violé, contrairement, je crois avant déjà de violer la présomption d'innocence, il a violé le secret de l'instruction. Les informations, les affaires en instruction, on n'a pas le droit de révéler où est le dossier parce qu'il y a une enquête, il y a tout ce qui s'ensuit. Maintenant, il a fait il est poursuivi pour je sais pas, espionnage ou là, je sais pas ce qu'on lui essaie de coller alors je connais le Khaled Darani, c'est un journaliste, il fait son travail, il connaît effectivement beaucoup de monde, mais il connaît beaucoup de monde parce que c'est quelqu'un qui sait développer ses réseaux, c'est quelqu'un qui sait faire son travail, qui sait parler. Maintenant, si on va sur le terrain de main étrangère, et qu'ils vont la preuve. Et les confrères... Il est arrêté parce qu'il était en train de faire son travail. Et les confrères qui ne réagissent pas à une violation aussi grave venant du président de la République lui-même, qui viole le principe de présomption, qui viole, comme vous venez de le dire, le secret de l'instruction, qui donne d'une certaine manière une injonction au juge qui va le juger, parce qu'après ce qu'il a dit, aucun juge ne pourrait relaxer Khaled Darani après ça, sinon il se retrouverait à la porte. Donc, et les confrères, pourquoi n'ont-ils pas réagi à la mesure de cette gravité? Vous parlez des confrères qui étaient sur place? Je parle des confrères, des journalistes qui regardent comme ça, comme des vaches qui voient passer un train et qui ne réagissent pas à une telle violation. Il y a une minorité de journalistes qui ont réagi, mais aussi il y a une majorité qui n'a pas bougé le doigt, mais ce qui est très très grave justement, mais cela est dû au manque de l'organisation au sein de la profession. Il n'y a aucun syndicat de presse en Algérie
qui peut faire le poids où les journalistes ne peuvent pas s'organiser. D'ailleurs, il y a un confrère avec qui j'ai eu une discussion la dernière fois. Ce que j'ai dit, nous les journalistes, au lieu de s'organiser et de défendre la profession et le métier, on est en train de défendre des personnes, des idées. Après, moi je suis journaliste, je suis journaliste. Et je dois faire mon travail correctement, qu'on me laisse faire mon travail correctement dans le cadre de la loi, qu'il ne me touche pas et qu'il ne touche pas à notre confrère. Mais moi, ce qui est très grave, plus grave pour moi, quand tu as des directeurs de publication en face d'un président qui révèle un secret d'instruction, même pas. Selon les avocats, les avocats disent que c'est faux. Ils ont fait un communiqué, ils disent que c'est faux. Donc, il révèle le secret d'instruction. Quelque part, il est en train de montrer le chemin à la justice, c'est-à-dire il donne une instruction indirecte au magistrat et dire que c'est d'arrêt pour condamner. Ça, c'est très grave. Moi, un directeur de publication qui assiste à ce genre de déclaration et qui ne réagit pas, pour moi, il n'est pas journaliste, avec tout le respect que je dois à chacune des personnes qui étaient sur place, c'est-à-dire en tant que personne. Mais en tant que journaliste, je trouve ça vraiment... C'est clair, vous avez dit que ce n'étaient pas des journalistes, et je pense comme vous, figurez-vous, Bouzid, des journalistes, vrais journalistes, n'auraient jamais accepté une telle violation commise sur leurs propres confrères, publiquement dans une émission publiée et diffusée en direct, et sans aucune réaction de leur part. J'avais bien dit, ils n'ont pas bougé une oreille. Mais vous savez, Jamal, si on revient brièvement sur l'affaire de Khaled Drabni, il y a beaucoup de gens qui ont fait un sale boulot en voulant le salir, parce que l'histoire de Kharji, je vais vous dire un truc plus grave. Kharji, dans le milieu de la presse, c'est des journalistes qui ont fait sortir ça. Et je vais vous révéler quelque chose à l'antenne aujourd'hui qui est encore plus grave. L'affaire Hadi, le ministre qui a supposé qu'on a bloqué le site pour nous faire de la publicité, c'est des confrères à nous qui kharjou le diaya Hadi. C'est des gens qui ne font rien, qui ne travaillent pas, qui s'en foutent de la déontologie, qui sont là comme salariés. Mais c'est pour vous dire que où est le degré de la solidarité de la profession Tana. Il n'y a aucune solidarité. Ça veut dire c'est au sein de la presse qu'il y a des vrais khbarjia dans ce cas-là. Bien sûr, ça c'est très connu. Vous pensez que ce genre d'information, par exemple, c'est des gens jaloux qui n'ont rien à faire, ils ont raté leur carrière, ils n'ont aucune audience. Donc il dit, tu arrives 2 ans, 3 ans, tu fais 100 fois plus d'audience que lui. En bas, donc il essaie de te casser, mais en bas, là, on s'en fout, on continue à travailler, comme on dit, avec tout le respect que je vous dois et aux téléspectateurs, comme on dit, la caravane avance et les chiens aboient. Il faut les ignorer et continuer à travailler, c'est tout. Parce que la différence entre justement les journalistes ou cette catégorie que je ne vais même pas désigner de journalistes, ils sont en train de faire des histoires dans les rédactions, ils sont en train d'acquérir des appartements, enfin, c'est-à-dire ils sont en train de bénéficier des appartements, de crédits, de privilèges, de véhicules, de voyages, contrairement aux journalistes qui n'ont pas de salaire. Moi, je vais vous avouer un truc qui va peut-être vous choquer. Moi, depuis 2 ans, je n'ai pas de salaire, par exemple. Je paye mes journalistes, mais je n'ai pas les moyens d'avoir un salaire. Mais les gens ne le savent pas. Oui. Les gens ne le savent pas, mais c'est pas ça qui pose problème. Mais parce que tu as fait un article, ça a marché, tu as réussi parce que tu as passé 2-3 nuits sans dormir. En bas, la meilleure solution, c'est de te casser. Je pense que c'est le même cas pour Khaled Drabni. Je pense qu'il faut arrêter, je ne sais pas comment je vais le dire en français, mais il faut que ça s'arrête. Il faut au bout d'un moment qu'ils se disent merde, il ne faut pas qu'on continue à faire ça. Mais Bouzid, vous qui n'avez pas de salaire, vous savez très bien, on connaît, de la même manière, vous et moi, on connaît des journaux qui ne font rien d'autre que du dithyrambe et de l'éloge et de la chita pour le régime et qui ont des pages et des pages de publicité. Pourquoi vous ne faites pas comme eux? Comme ça, vous aurez plusieurs pages de publicité, vous allez devenir un grand patron de presse, vous irez prendre le thé sur les hauteurs d'Alger, vous allez rencontrer des barons du régime, vous allez pouvoir donner des coups de fil au Ali pour qu'il donne des logements à la parentèle, à la clientèle, etc. C'est facile en Algérie d'être bien payé. C'est très facile, mais écoutez, il y a des gens qui aiment ce métier, qui aiment faire leur travail et qui ont surtout une conscience professionnelle, c'est-à-dire justement la différence, je pense, entre la nouvelle génération Hadi et une partie de l'ancienne génération, bien sûr qu'on respecte beaucoup, parce qu'on a appris beaucoup de choses de l'ancienne génération, et quand je dis l'ancienne génération, une catégorie de l'ancienne génération, des gens à qui on rend un grand hommage, parce que des gens qui ont combattu le terrorisme à travers leur plume, etc.
qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire qu'il y a une volonté justement de nettoyer ce milieu de presse. Et pour faire face à cette volonté, justement, il y a une envie, on sent qu'il y a une envie de casser toute personne qui initie une initiative en faveur de la presse. Donc, moi, quand je regarde les sites qui ont été bloqués récemment, c'est quand même incroyable. On a choisi les personnes sur le bout des doigts. C'est pas Merci. comme ça. Merci, Bouzid, merci beaucoup. On a choisi, voilà. Merci beaucoup, Bouzid. Au plaisir de vous retrouver. Nous retrouvons Karim Kabir. J'espère que cette fois-ci, le problème a été réglé. Karim? Je vous écoute, Jamal. Ah, c'est très, très bien. Bravo. Alors, Karim, est-ce que vous voulez reprendre ce que vous disiez tout à l'heure ou est-ce que vous préférez que je vous pose une question? Il n'y a pas de souci, comme vous voulez. Alors, Karim, parce que c'est très intéressant, cette histoire de Monsieur le Président de la République qui viole allègrement et à l'aise dans ses godasses le droit des gens, la présomption d'innocence, un journaliste qui est incarcéré, qui attend d'être jugé, dont l'affaire est en instruction et dont il nous dit qu'il se rend dans les ambassades pour faire des rapports, des bulletins de renseignement ou des rapports de situation à des forces étrangères, qu'il travaille avec des puissances étrangères qu'il rencontre en France et que c'est une balance. Balance, c'est la traduction littérale de Khabarji. À votre avis, pourquoi la presse n'a pas réagi suffisamment à une telle violation, une telle violence? Bon, écoutez, Jamal, moi, je vous apprends rien. En tout cas, on ne peut pas parler de corporation de la presse. Il faut pas se faire d'illusions. Il y a des individualités, des journalistes éparses, donc il y a des initiatives qui ont été tentées, tant bien que mal, de réagir, de dénoncer par les moyens dont ils peuvent, à travers les réseaux sociaux, des pétitions, mais sans plus. Mais sinon, une bonne partie de la presse, tout le monde sait qu'elle n'a plus, en tout cas, elle n'a plus ce rôle social et ce rôle dans la vie démocratique. Mais c'est lié à beaucoup de facteurs. Je crois qu'il y a énormément de facteurs. Oui, mais Karim, Oui. on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de journalistes honnêtes, courageux, qui tentent de faire tout ce qu'ils peuvent dans ce pays. On les connaît, vous et moi, on les connaît très bien. Mais pourquoi reste-t-il aussi velléitaire? Pourquoi ne parvient-il pas à s'organiser, à essayer d'alerter, à se mettre ensemble pour lutter? Pourquoi sont-ils aussi dispersés, chacun dans son petit coin, à se plaindre, à gémir? Pourquoi ils ne s'organisent pas? Pourquoi ils ne font pas face? Jamal, je crois qu'il y a beaucoup de facteurs. Je vous dis que moi, la presse n'est pas une île isolée. Elle reproduit dans son exercice quotidien, dans sa manière de fonctionner, sa conception de l'Algérie, elle reproduit exactement les fléaux, les tares, les lacunes de la société. On n'est que la traduction concrète des dérives, si vous voulez, du retard au niveau Oui, mais c'est vrai, elle est à l'image et la reproduction de tout le reste qui se passe en Algérie. Mais en Algérie, il y a le Hirak. Le Hirak s'est réveillé, le peuple algérien se bat, il se bat tous les jours, il s'est battu pendant une année, il sort dans la rue, il proteste, il montre du doigt, il revendique. Et la presse, non. La presse, elle est à côté. Absolument, c'est l'acteur qui était le plus absent du Hirak. Exactement. Mais je vous dis, les raisons sont multiples. Jamal. Par exemple, Karim, par exemple, entre autres raisons. Entre autres raisons, c'est que nous n'avons pas mis des véritables institutions médiatiques. Nous n'avons pas... une bonne partie, ce sont des boutiques. Moi, je l'appelais la quincaillerie médiatique. C'est-à-dire que vous trouvez de tout à l'intérieur. Vous avez un problème de formation, vous avez un problème où, par exemple, il y a la terreur qui s'abat sur les journalistes. Vous avez le clientélisme, vous avez le copinage, vous avez la proximité avec beaucoup de centres de pouvoir de certains responsables de médias. Donc c'est tellement... Après, vous avez la précarité dans laquelle vivent beaucoup de journalistes. Donc... moi, je comprends certains, par exemple, qui arrivent et
ils ont peur parce qu'ils n'ont pas de protection, mais en même temps, mais au-delà de ça, ils ont intégré l'idée que nous n'avons pas une justice qui est capable là de vous protéger. C'est-à-dire, il y a le règne de l'arbitraire. Donc tout ça, ça terrorise un peu, mais ça terrorise un peu les gens pour aller s'organiser. Mais en même temps, n'oublie pas Jamal, ça je vous l'apprends rien. Tant que le pays ne s'est pas libéré de l'emprise de la police politique, c'est très très difficile, Jamal, que les gens s'organisent. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des tentatives, vous savez qu'il y a des infiltrations, des gens qui sont là, qui sont envoyés uniquement pour saborder l'initiative ou pour moucharder au profit de certains cercles du pouvoir. Donc la situation est très complexe. C'est pour ça, à mon avis, que la corporation n'a pas pu à ce jour réussir à mettre sur place un syndicat assez fort, capable de jouer le rôle qui est le sien pour d'abord les intérêts moraux et matériaux des journalistes, mais en même temps de défendre une certaine éthique et une certaine... Et ça va rester comme ça? Les journalistes algériens vont attendre que le Hirak les libère ou que le régime fasse comme en 89, de leur offrir une liberté de la presse en trompe-l'œil, dont à l'époque on nous avait dit que c'était la presse la plus libre du monde arabe et d'Afrique, un slogan qui a été repris récemment par l'actuel porte-parole du président, qui nous a dit lui aussi que la presse est la presse la plus libre du monde arabe et de l'Afrique. Est-ce qu'ils vont attendre qu'on leur fasse l'aumône de la liberté de la presse? Je crois que c'est l'émancipation de la presse, en tout cas, elle dépend essentiellement de l'émancipation de la société. C'est-à-dire, si le Hirak ne réussit pas à imposer un nouveau rapport de force, une démocratisation, moi, honnêtement, je ne me fais pas d'illusions sur l'avenir de la presse, ni d'une certaine liberté au sein de la presse. Donc, c'est un mouvement dense, c'est une démocratisation de toute la société. Et peut-être qu'il y aura à ce moment-là, probablement, il y aura de la nouvelle génération qui va relayer, parce que je suis de ceux qui pensent que la presse aujourd'hui a plus jamais besoin d'une refondation. C'est-à-dire repartir sur de nouvelles bases, avec des critères de professionnalisme et des règles de marché, comme cela se fait sous d'autres cieux. Mais ça dépend essentiellement de l'émancipation de la société. Mais si jamais le Hirak ne parvient pas à imposer, à apporter ce changement souhaité par tout le monde, personnellement, je ne me fais pas d'illusions à une éventuelle évolution au sein de la presse. Karim Kabir, merci beaucoup, au plaisir de vous retrouver. Et nous recevons Hassan Mouali. Hassan, merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Jamaldine. Salam alaikum. C'est le mec Sahar Ramadan, merci. Merci. Hassan, je suis tenté de vous poser une question d'abord qui est un peu en dehors, hein, mais juste pour pouvoir arriver là où je voulais en venir. On pensait à un certain moment, en plein Hirak, que la justice avait plus que jamais l'occasion de se libérer elle-même, de ne pas attendre qu'on sacre la séparation des pouvoirs, de suivre un peu la dynamique du club des magistrats, les 1000, et de sortir dans la rue, de dire nous n'acceptons plus d'injonction, nous allons rendre la justice de façon indépendante, nous ne voulons plus qu'on nous dicte les verdicts. Et d'autres avaient pensé que la presse pouvait aller aussi dans le même sens, profiter du Hirak pour se libérer, pour dire à leur patron de presse, pour dire au système, au régime, non, c'est fini, nous n'écrivons plus sous l'injonction, nous ne recevons plus de coups de téléphone du soir, c'est fini, on est libre, sinon on ne travaille pas. Or, cela ne s'est pas fait, ni pour un corps, ni pour un autre, ni pour un quelconque autre d'ailleurs. Comment expliquez-vous que les journalistes, les magistrats et tout le monde n'aient pas pu profiter de ce formidable élan qu'a été celui du Hirak? Alors, je pense, Jamal, que les magistrats et les journalistes qui veulent véritablement à ce que leur métier soit libre et indépendant, s'émancipe de l'emprise autoritaire du régime, sont minoritaires malheureusement, aussi bien dans la presse que dans les rangs des magistrats. S'ils étaient vraiment nombreux, ils se seraient imposés, c'est sûr. Mais là, nous voyons que c'est des feux de paille.
le syndicat des magistrats, finalement, c'est une petite guéguerre avec le ministre Zarmati pour des intérêts, des histoires de mutation. Et puis tout est rentré dans l'ordre. Ils ont servi le Guet Salah et là ils servent le nouveau régime. Donc il n'y a absolument aucune espèce d'engagement éthique, politique pour le changement pour la libération de leur métier de magistrat. Et c'est à peu près la même chose. Je suis désolé de le dire encore une fois. La corporation de la presse, il me semble qu'il y a une espèce de déclassement intellectuel, un affaissement intellectuel. La nouvelle génération, elle n'a plus, à quelques exceptions près, elle n'a plus le niveau de ce genre d'engagement, Jamal. Je vous assure que je n'ai pas pensé à cette réponse, mais elle est lumineuse. Parce que c'est vrai, maintenant, moi qui suis du métier, je me suis rappelé que c'est ça, que le verre est dans le fruit, qu'en fait ce n'est pas dû au régime. C'est un peu cette histoire de Malek Ben Ali, de Malek Ben Nabi, la colonisabilité. Absolument. Nous sommes un peu dans cette logique. Exactement. Eh ben voilà, c'est un peu. Il y a une espèce de un devoir de servilité. Si on peut le dire en algérien, rukhsabilité. Malheureusement, c'est ça. C'est pour ça que certains sont un peu choqués quand je dis j'ai un peu honte d'être journaliste, de m'identifier par rapport à cette corporation. Mais malheureusement, c'est ça justement. La corporation, elle est traversée par des courants de médiocres. Qui ont installé la médiocrité au sein de la corporation et du coup un chauffeur peut devenir journaliste. Vous savez très bien, Jamal, dans certains journaux il y a des agents de sécurité à qui on a servi des cartes professionnelles, des fautes d'orthographe dans des articles de presse, dans des unes de journaux, les bandeaux de chaînes de télévision. Donc il y a une espèce de médiocratie ambiante qui s'est installée dans le secteur de la presse. Alors on a posé les questions de liberté, d'éthique, du journalisme, le noble métier du journaliste. Je pense que ça relève du luxe quand même. On ne peut pas raisonnablement poser ce genre de questions à des journalistes qui cherchent le maximum. Beaucoup de journalistes, quand ils rencontrent un ministre, c'est comme si je sais pas, c'était le jour de gloire pour eux. Imagine, Jamal, une journaliste, entre guillemets, qui dit à l'ex-premier ministre Abdelmalek Sellal, Ammo. Voilà où on en est arrivé. C'est un peu. Oui. Je schématise malheureusement, mais c'est comme ça. Et des journalistes qui vont faire des couvertures, ils demandent aux organisateurs est-ce que vous allez nous donner quelque chose aujourd'hui, c'est-à-dire un smartphone ou je ne sais pas quoi, un cadeau quoi. Donc ils sont corruptibles. Je ne dis pas 100%, mais la bonne majorité, malheureusement, la corporation des journalistes, elle est corrompue. Elle est corrompue. Donc je pense qu'en termes d'engagement, lui demander de s'engager politiquement, éthiquement pour une liberté de la presse, je pense que ce serait vraiment trop leur demander, eu égard à l'état des forces en présence, entre guillemets. Quand on voit Hassan, je suis d'accord personnellement. C'est vrai, corruptible, sous-qualifié, opportuniste. Serviable, merci. Il n'y a aucun souci. Mais il y a une minorité. Si la majorité est telle que vous êtes en train de la décrire, et je suis tout à fait d'accord avec vous, nous avons travaillé ensemble, nous les connaissons ensemble. Mais, Hassan, il y a une minorité de très bons journalistes, compétents, engagés, intègres, qui n'ont pas peur, qui peuvent se risquer à aller en prison, comme c'est le cas pour plusieurs journalistes qui sont en prison. Mais pourquoi, de la même manière que les magistrats, même s'ils sont minoritaires, pourquoi n'entament-ils pas? Pourquoi sont-ils velléitaires? Pourquoi sont-ils en train de se battre en électrons libres alors qu'il y a moyen pour eux de fonder un véritable syndicat, même s'il n'est pas agréé, de fonder une véritable association, même si elle n'est pas agréée, de tracer une ligne de conduite, de se tracer une feuille de route et de se battre ensemble. Pourquoi est-ce que cela n'a pas été possible? Jamal, moi je pense que
pourquoi il n'y a pas de dénominateur commun entre les journalistes? Pourquoi il n'y a pas un seul combat? C'est parce que je pense qu'il y a plusieurs objectifs, plusieurs intérêts. Et, avant, il n'y avait qu'un seul intérêt quand la presse du parti unique, les journalistes voulaient s'émanciper, voulaient exercer librement. Ils ont fondé l'association des journalistes, le MJA. Voilà, c'était le seul objectif, c'est de se libérer du carcan du parti unique. Mais maintenant, il y a plusieurs intérêts. Par exemple, il y a des journalistes qui veulent tout simplement se faire du pognon à Djamali. Ils veulent gagner beaucoup d'argent. Ils savent depuis au moins une vingtaine, depuis le règne durant le règne de Bouteflika, les 20 dernières années, il y avait énormément d'argent. C'est le fric coulait à flot. Donc, il fallait ramasser le maximum de milliards, se mettre à l'abri ses enfants et ses petits-enfants à Villa, 4x4, d'acquisition immobilière à Palma de Mallorca. Donc, voilà, il y a des journalistes, bon, essentiellement des anciens journalistes et des patrons de presse qui ont été attirés par ça, c'est-à-dire le fric. Il s'en fiche pas de quoi, il ferme sa gueule, il pose pas de questions sur la liberté de la presse. Il y a une autre catégorie d'anciens journalistes, des Moudjahid et tout ça, les anciens, qui sont, c'est par laxisme, une espèce de laxisme, ils sont gagnés par une espèce de ménopause intellectuelle, ils n'ont plus rien à donner, ils ont tout ce qu'il faut à peu près, une belle retraite et tout ça. Là, ils n'ont pas suffisamment ni le courage ni l'envie de guerroyer avec le pouvoir pour redorer ces lettres de noblesse au métier. Ils pensent qu'ils sont retraités. Mentalement, ils sont retraités. Donc, ils ne veulent plus aider la jeune génération. Et la jeune génération, elle présente beaucoup d'handicaps. Il y a l'handicap de la langue, par exemple. Aussi bien les francophones que les arabophones, ils sont très perfectibles. Ils sont très mal formés, pour ainsi dire. Ils sont très mal formés. Mais bien sûr aussi, la pratique du métier de journaliste en Algérie, ils sont mal formés aussi, les journalistes. C'est-à-dire que c'est le sensationnel, parfois ils utilisent des moyens pas très catholiques pour avoir des informations. Ils font parfois ils utilisent des informations à caractère vraiment privé. Ils les étalent dans les sites internet et les journaux. Donc, on voit bien qu'il y a des dérives. Il y a des dérives parce que cette presse, en l'absence d'un conseil d'éthique et de la déontologie, cette presse, cette nouvelle génération de journalistes n'a pas été prise en charge par les anciens, tout simplement. C'est la loi de la jungle. Chacun prend le métier comme il veut. Et du coup, il y a des journalistes qui ont à peu près 20 minutes, 25 minutes dans la presse et ils sont devenus des stars. Et il y a d'excellentes plumes qui sont tombées dans l'oubli. Voilà un peu les normes algériennes. Donc je pense qu'on peut juxtaposer un peu l'état de la presse sur celui de la politique, tout simplement, celui du pays. Un pays où il n'y a pas de liberté, un pays où le système reste foncièrement autoritaire ne peut produire qu'une presse de ce type. Donc, chaque année qui passe est meilleure que celle qui est à venir, celle qui vient. Donc là beaucoup, en matière de liberté de la presse, beaucoup commencent à regretter déjà l'époque de Bouteflika. C'est quand même terrible. Oui, on en entend de plus en plus parler dans le milieu des journalistes, malheureusement. Vous imaginez, Jamal, le terrible ironie du sort. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable, alors que Bouteflika, il a labouré le pays de long en large. Il a cassé tous les ressorts de la société. Il nous a interdit de rêver, tout simplement, Bouteflika. Voilà ce qu'il il nous a provoqué une arriération de politique, économique, sociale et culturelle de 50 ans. Et là, malheureusement, on est forcé de constater que, en matière de liberté de la presse, il y a, personnellement, je peux en témoigner, j'exerçais très librement par rapport à maintenant. Maintenant, c'est pas possible. Toutes les télévisions sont fermées pratiquement. Il n'y a pas de liberté liberté pour un journaliste. Les journaux, ils sont tous acquis à la cause de nouveau régime. Donc, franchement, de ce point de vue-là, c'est clair que durant le règne de Bouteflika, c'était mieux. Et je ne dis pas ça pour faire plaisir à Bouteflika, parce que, encore une fois, c'est la pire des choses qui puisse arriver à l'Algérie, c'était Abdelaziz Bouteflika en 99. Alors, Hassan, justement, à ce sujet, mais maintenant, ce n'est même plus aussi
j'allais dire, du temps de Bouteflika, c'était sournois, c'était insidieux, on savait un peu doser les influences, les méthodes. Mais là, c'est vraiment du soudard, hein. C'est le gros soudard qui arrive dans ses rangers et qui... je vais vous donner une petite preuve sur ça, enfin un petit aperçu plutôt. Ce matin, les Algériens, quand ils sont réveillés, ils ont trouvé les mêmes manchettes, la même une dans quasiment tous les journaux. L'ex-président Zeroual qui a appelé l'actuel président Tebboune pour le féliciter pour sa très bonne gestion de la pandémie du corona et d'autres choses, et lui promettent de lui rendre visite après l'Aïd, etc. Et nous savons très bien, Hassan, que quand tous les journaux font la même manchette, la même une, ça veut dire que le téléphone a fonctionné durant la soirée. Ils ont le même rédacteur en chef. Voilà, ils ont le même rédacteur en chef, pour dire voilà, mieux que je suis en train de dire. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur justement cette sortie de la presse d'aujourd'hui? Écoute, Jamal, ça ne m'étonne pas du tout. On parle des journaux papier, la presse papier. Oui. La presse papier ne peut survivre actuellement sans la publicité. C'est pas possible. Sans au moins une page de publicité. Oui. La page de publicité à l'état actuel des choses dans le secteur économique, nous sommes en plein effondrement économique. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de pub, il n'y a pas d'économie tout simplement. La seule agence qui peut leur fournir une page de publicité, c'est bien la NEF, ce qui reste encore. Donc, elle le sert. Ils sont disciplinés, ils attendent, ils reprennent tout ce qui vient de la PS, bien sûr, de la présidence, moyennant cette maudite page de publicité. Voilà, c'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. Mais franchement, Jamal, on parlait tout à l'heure de la compétence, de l'éthique, comment dirais-je, le métier de journaliste exige quand même de vérifier ces informations, de les confirmer, de les collationner. Cette histoire de Washington Times, l'information que... le Washington Times qui faisait une série d'articles très flatteurs sur l'Algérie. Un publi-reportage qui a été passé sous forme d'article tout court. Voilà. Ouais. J'aurais aimé quand même que nos journaux, nos gazettes algériennes signalent à leurs lecteurs que ce sont des articles tarifés. Publi-reportage. C'est des publi-reportages. Tu payes, je te fais la promo, il n'y a pas de souci. Et demain, je peux te faire le contraire, si tu veux. Il y a un autre, je peux te faire le contraire. D'ailleurs, pour la petite histoire, voilà, là, il fait un public reportage pour le gouvernement Tebboune. En 2000, le même Washington Times, il faisait du lobbying pour le Maroc, et il tapait l'Algérie, il tapait la position de l'Algérie sur le Sahara occidental. Et là, il est tenté, bien sûr, il va faire exactement le contraire. C'est à qui mieux, au plus offrant. Donc, il faut expliquer aux gens que ça n'est pas du journalisme. Alors, dernière question, Hassan, question. J'aimerais, par rapport à cette histoire de... Oui, pardon. Par rapport à l'histoire de la même une, généralement, ça ne trompe personne quand les journaux d'un pays donné écrivent, étalent la même une du journal et presque le même titre, c'est un signe d'arriération intellectuelle et médiatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression dans ce pays. C'est la Corée du Nord, je suis désolé. Un appel du l'ex-président Zeroual, il appelle Tebboune, d'ailleurs, personnellement, je m'attendais à cet appel, parce que la dernière fois, quand il a reçu les journalistes conférences de presse, il a parlé de lui. Oui, je l'ai appelé, on a discuté, il a promis de me rendre visite dès qu'il viendra à Alger. Et là, avec le même jeu, comme par hasard, il y a les deux partis, les deux béquilles politiques du pouvoir, le FLN et le RND, qui prévoient fin du mois de tenir leurs assises pour élire de nouveaux secrétaires généraux. Parce qu'on leur a demandé, faites vite aller à installer de nouvelles directions pour soutenir la révision de la Constitution et tout l'agenda politique du nouveau régime. Donc, il faut s'attendre à Diamat, il va y avoir des ex-organisations de masse qui vont soutenir aussi. Et Zeroual,
C'est vraiment, rien ne justifie ça. C'est-à-dire, il pouvait éventuellement appeler Tebboune, lui présenter, mais il ne faut pas rendre public. Je ne vois pas pourquoi rendre public un tel appel téléphonique. Il ne faut pas. Donc, il y a un truc politique. Mais ils en ont fait une clameur publique et une clameur médiatique. Voilà, si Zerouane dit Tebboune Touma, et bien si Zerouane il soutient Tebboune. Voilà. Eh bien, Hassan, je ne vous retiens pas davantage. Je voulais juste vous signaler un article qui vient de sortir sur Jeune Afrique, qui va dans le sens de ce que vous êtes en train de nous dire. Algérie, des millions dans le business du lobbying à Washington. Oui, 220 $000 par an. C'est signé Farid Alilat. Ouais, voilà, Merci beaucoup. Merci, Hassan. Sur le poste en souffre du Washington Times, malheureusement. Ouais. Merci, Hassan Saaf Torek. Merci, mon frère. Merci. Alors, nous allons recevoir maintenant Ihsan El-Qadhi. Ihsan El-Qadhi, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Marhaba bik. Alors, j'imagine, Ihsan El-Qadhi, que les ennuis de Radio M et Maghreb émergent ont commencé depuis longtemps. Hein. Surtout qu'il n'y a pas que de la liberté de ton dans vos journaux et dans votre journal et dans votre radio. Mais tout le monde a remarqué que c'est à la suite du brûlot que vous avez commis à Maghreb, sur Maghreb émergent, les 100 jours de malheur de Abdelmajid Tebboune, que nous allons voir maintenant, que le couperet est tombé. Et je suis tenté de lire le chapeau de la tribune en question, si vous permettez. Alors, un haut fonctionnaire sans relief, chargé par les militaires de redonner une tenue civile au pouvoir, se retrouve désarmé, désarmé entre guillemets, hein, pour forcer un peu sur le trait, devant une dégradation sans précédent de la situation. Erreur de cap doublée d'une grosse erreur de casting, choc en vue. Est-ce que c'est après ce brûlot, cette tribune, que les mesures qui ont été prises contre vous ont été décidées? Écoutez, ça, c'est pas à nous de le dire. Nous sommes les victimes. C'est au censeur de dire pourquoi il a censuré. Il y a eu des indications par la voie de la communication qui ont, au bout du bout, laissé entendre que ça pouvait être cela, mais on n'a aucune affirmation précise. Nous sommes dans l'arbitre total. Il n'y a absolument aucun dispositif légal ni réglementaire qui autorise un gouvernement à suspendre aux Algériens l'accès à un site produit édité en Algérie. Et donc, nous sommes dans l'arbitraire et l'illégalité la plus totale. Après, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire que c'est parce que c'est un papier qui a manqué de respect. Dire que Abdelmajid Tebboune est sans relief. Nous sommes dans l'analyse politique. C'est un homme sans relief politiquement. Sur le plan personnel, il peut être quelqu'un d'agréable. Enfin, ceux qui le connaissent disent que c'est un bon comparse. Mais nous parlons de la politique et nous parlons de la responsabilité à la tête du pays. Abdelmajid Tebboune est de ce point de vue-là, tel que je l'ai décrit dans le papier. Il ne s'agit pas d'un brûlot. Il s'agit du type de papier que je fais depuis plus de 35 ans. Je l'ai fait pour le président Chedli, je l'ai fait pour Zeroual, j'ai fait des analyses du même type pour Abdelaziz Bouteflika à toutes les étapes de sa carrière et aussi pour le général Toufek quand il était puissant. Je l'ai fait sur le général Ahmed Gaël Saleh. Donc il n'y a aucune raison et il n'y aura aucune raison pour que je n'analyse pas de manière critique, à charge et à décharge, un président qui a passé déjà 3 mois à la tête du pays. Et le papier, en gros, dit qu'il a été amené pour une tâche qui était, en gros, donner une façade civile au pouvoir militaire, enfin, qui s'était dévoilé comme étant totalement militaire après la chute d'Abdelaziz Bouteflika en avril 2019. Et que cette mission-là, malheureusement, elle s'est excessivement compliquée avec la chute du prix du pétrole, la crise du Covid et toutes les complications. Le Hirak s'est poursuivi. Et donc, la mission pour laquelle il avait été choisi est devenue extrêmement compliquée. Et de mon point de vue, il n'a pas les outils pour y faire face. Donc, mauvais casting pour le régime, parce qu'il ne règle pas le problème du régime. Et c'est un point de vue, c'est une analyse. Je peux me tromper, je peux être détrompé par Abdelmajid Tebboune qui peut faire des choses qui me feront mentir, mais je dois relever que 2 mois plus tard, après ce papier, il ne fait qu'ajouter à ce que j'ai dit. Il n'est pas qualifié pour cette mission qui est excessivement compliquée et qui ne peut pas être réglée par un homme tout seul aussi talentueux, faut-il.
Alors, Tebboune, lors de sa rencontre avec la presse, qui avait commis une violation, j'allais dire, excusez, très violente du principe de présomption en accusant Khaled Drarni, qui a été incarcéré pour ses seules activités journalistiques, d'être un khabarji, une balance, d'avoir fait des rapports, il dit des bulletins de renseignement ou des rapports de situation à des ambassadeurs étrangers. Il a été très dur. Il l'a dit en présence de représentants de la presse qui n'ont pas bougé une oreille. Quel est votre avis sur cette question, sur cette très grave question? Écoutez, j'ai réagi à chaud dans un café presse politique qui a suivi de 3 jours ce triste épisode en disant qu'avoir touché le fond avec Abdelaziz Bouteflika, avec un président qui ne parle pas, et on se rend compte effectivement qu'on peut aller plus loin dans la dégradation. On peut creuser. Voilà, on peut aller plus loin. Et que pensez-vous de la non-réaction, justement, d'une grande partie de la presse à ce type de violation? Écoutez, la situation de la presse, moi j'ai du mal à imputer son état actuel au seul régime en train de se mettre en place d'Abdelmadjid Tebboune. C'est ce qu'ont dit vos confrères, nos confrères qui sont passés avant vous. Voilà, oui. Que j'ai pas eu le temps malheureusement d'écouter. Voilà, donc il faut bien tirer quand même le bilan des années qui ont précédé. L'Algérie était un des tout derniers pays d'Afrique qui n'a pas de radio sur la bande FM, de radio privée sur la bande FM. L'Algérie a eu la 3G, donc l'Internet mobile, qu'en décembre 2013. C'était déjà l'Internet mobile. Si j'aime citer cet épisode du patron de Huawei Algérie qui venait de débarquer de Kaboul. Il avait assuré la direction générale de Huawei Afghanistan. Et il était étonné de se rendre compte, fin 2015, que la 3G n'était présente en Algérie que depuis 2 ans. Elle l'était depuis 4 ans en Afghanistan, d'où il venait. Donc l'un des tout derniers pays d'Afrique à se moderniser sur ce terrain, parce qu'il y a une approche sécuritaire de tout ce qui est communication. Aujourd'hui, on a atteint le point d'orgue de cette approche sécuritaire avec la loi supposée criminalisant les fake news, mais qu'en fait sert à réprimer les avis et les opinions des Algériens sur les réseaux sociaux, les avis politiques, j'entends. Et donc, voilà, donc quand on a une démarche de ce type-là, on affaiblit autant l'écosystème de la presse, l'écosystème économique de la presse, on le fait dépendre de la seule ANEP, les médias qui sont capables d'aller chercher un marché autonome sont poursuivis, sont censurés. TSA a été censuré. TSA a développé cette capacité à être autonome dans ses revenus, il a été censuré. Nous avons développé une capacité à être autonome sur Radio M et sur Maghreb Émergent, nous avons été censurés. Et donc le régime refuse dans sa démarche tout modèle économique où la presse devient autonome et où elle devient, par ses moyens d'indépendance économique, en mesure d'être aussi relativement indépendante dans l'exercice de sa ligne éditoriale. Et donc, je ne suis pas étonné que la faiblesse aujourd'hui soit aussi faible, mais la réaction à ce qui est arrivé soit aussi faible. Il y a toute une reconstruction à mener, et en attendant cette reconstruction, l'opinion va passer par les réseaux sociaux. C'est pour ça d'ailleurs que le régime de Tebboune est en train d'en faire une priorité aujourd'hui. Et comment expliqueriez-vous cette facilité du régime d'être passé d'une censure très dure, très systématique, à une autocensure largement acceptée, puis à une sorte de connivence largement consentie, voire même à j'allais dire, à une collaboration quasiment jouissive de la part de la même presse? Je vais vous dire. Oui. On va dépasser le cadre de la presse parce qu'il n'est pas très intéressant. Le cadre de la presse, malheureusement, c'est un cadre qui, le quatrième pouvoir vient d'expliquer, c'est beaucoup affaibli en Algérie. Il y a un cadre qui est plus large, qui est une démarche sociologique qui, à mon avis, nous interpelle plus largement que dans le microcosme de la presse, qui est celui des élites qui espèrent, on va dire, émarger aux largesses du système qui est en train de se régénérer. Il y a une partie des élites qui ont été tenues en marge des années Bouteflika, qui avaient les moyens d'intégrer beaucoup, mais qui n'a pas tout intégré. Puis on peut pas, il n'y a pas de la place pour tout le monde dans la distribution des postes. On a vu avec la distribution de la rente, en guillemets, de la NEP, il y en avait qui, même en bénéficiant de cette rente-là, n'étaient pas contents d'être en 7e ou 8e position. Et donc, voilà, la capacité de redistributive du système a ses limites, même dans les périodes de vaches grasses.
Alors, ceux qui aujourd'hui pensent que leur tour est arrivé que ce soit au niveau politique, et j'entends des partis politiques qui se préparent pour être donc les relais de on va dire, légalisation et légitimation du régime de Tebboune, notamment à l'Assemblée nationale, et puis au niveau des médias, au niveau des associations, au niveau on va dire, dans l'encadrement de la superstructure du système, ceux qui pensent pouvoir bénéficier de nouvelles largesses vont être déçus. Vont être déçus parce que la situation au niveau financier ne va pas le permettre, mais aussi la situation au niveau moral et politique. Aujourd'hui, c'est très difficile de rejoindre sur le plan moral, sur le plan politique. On est décrédibilisé socialement. Aujourd'hui, il y a une difficulté à recruter, à renouveler les élites pour ce régime, parce qu'il y a toujours la pression du Hirak. On ne le voit pas tous les vendredis dans la rue, mais elle est toujours présente, elle est présente dans les réseaux sociaux, elle va revenir dans la rue. Et aujourd'hui, quelqu'un qui va collaborer sur une base qui n'est pas... Je ne vais pas dire ça de tout le monde, hein, parce que bon, il y a des fonctions sur lesquelles il faut continuer à assurer. Quelqu'un qui assure un avis scientifique, une fonction importante parmi nos élites qui va permettre à l'Algérie de ne pas se dégrader. On ne va pas jeter la pierre à tout le monde. Mais dans des fonctions politiques, dans des fonctions d'asservissement vis-à-vis de ce régime, ça va être difficile. Il n'y a pas que le paramètre financier, il y a aussi le paramètre politique et moral qui fera que ce sera difficile de recomposer. Voilà pour la presse. Pour la presse, tout le monde, ceux qui pensent pouvoir prendre la place de Nahar facilement, Nahar a pu être Nahar parce que les années de ça sera difficile de jouer le même rôle par les années qui viennent à cause de l'opinion nationale qui aujourd'hui ne veut plus de chaînes poubelles et ne veut plus de... Alors, dernière question. Pourquoi cette minorité de journalistes, parce qu'elle existe, qui aspirent à faire leur boulot correctement, pourquoi, malgré leurs différences idéologiques, éthiques, culturelles et autres, pourquoi n'arrivent-ils pas à se solidariser les uns les autres pour pouvoir se mobiliser, pour pouvoir essayer de recouvrer leur lettre de noblesse, de pouvoir faire leur travail correctement? Alors, on peut, Jamaldine, aspirer à une solidarité plus forte. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La solidarité devrait se situer bien au-delà où elle est. Mais elle n'est pas complètement absente. Il faut peut-être, disons, être précis avec nos amis téléspectateurs d'ORS TV. À chaque fois que la nécessité s'est faite ressentir, de bonnes réactions dans la corporation. Il y a eu le mouvement Sahafi Hor qui a essayé de faire libérer Soufiane Marakchi, qui a été d'ailleurs beaucoup animé par Khaled Dararni et par d'autres confrères. Et c'est un mouvement qui s'est poursuivi, qui s'est fortement mobilisé pendant les 3 jours où Samir Belarbi, Khaled Dararni et leurs co-inculpés étaient présentés au tribunal d'Alger. Il y a eu la rue de la Liberté à côté du palais de justice qui était full pendant 3 jours. Et je pense que c'est d'ailleurs beaucoup grâce à cela que Khaled Dararni n'a pas été immédiatement mis en détention préventive. Il a été 2 semaines plus tard suite à l'appel devant la cour d'Alger. Et donc il y a eu des moments de mobilisation. Il y a eu un peu plus tôt les éditeurs de la presse électronique qui ont essayé de travailler ensemble pour empêcher les censures lorsque c'est arrivé en octobre 2017 à l'encontre de TSA, mais aussi plus tard. Et pour se projeter dans l'avenir, je pense que le moment va revenir où les journalistes, cette minorité qui veulent travailler librement et qui sont jaloux des prérogatives que leur octroie leur statut de journaliste, c'est-à-dire de l'intégrité, de l'indépendance d'esprit et l'obligation de témoigner, de rapporter librement l'information aux citoyens, cette catégorie de journalistes va se remettre à travailler ensemble. Tout n'est pas perdu. Il n'y a pas quelque chose de fatal qui sépare ces journalistes entre eux. Il y a eu le confinement aussi qui a contribué ces derniers mois. Ça fait maintenant 2 mois à rendre difficile ces mouvements de solidarité, mais ils seront toujours en place. C'est un peu à l'image du Hirak qui reviendront. On va espérer que cela revienne à un niveau supérieur à celui des mois précédents. On est d'accord pour dire qu'il en faut plus. Hassan Kadhim, merci beaucoup. Merci à Bouzid Echalalen, merci à Hassan Mouali, merci à Karim Kabir. Nous n'avons malheureusement pas pu joindre Issa Rahmoun, c'est vraiment dommage. Mais nous allons vous repasser quelques images que nous vous avons montrées tout à l'heure, notamment celle... Nous allons commencer par celle du ministre de l'Intérieur, l'ex-ministre de l'Intérieur, pour vous donner une idée sur cette audace de ces gens
qui ne craignait pas d'insulter tout un peuple avec des termes d'une rare violence, d'une rare vulgarité, et qui, dans le même temps, vous disent qu'ils doivent amender le code pénal pour le rendre plus dur, plus répressif à l'endroit de ceux qui calomnient ou diffament les serviteurs de l'État. Écoutez. صحفي يخرج يستنطق لأن قال كلام قوي على الدولة الجزائرية مش على الرئيس ولا يستنطق يخرج يمشي للسفارة يعطيه معرض حال استنطقني فلان واستنطقني فلان ما بقي بالاستعمار الآن هو فكر استعماري، لأن لحد الآن بقي هذا الفكر الاستعماري لدى البعض، وهذا الفكر الاستعماري يستعمل فيه بعض من أولادنا الجزائريين أو أشباه الجزائريين من خونة ومرتزقة وشواذ ومثليين نعرفهم واحد بعد واحد، فهم وقفوا صفا واحدا مع هذا الناس، فهم ليسوا منا ونحن ليس من نحن نسلو منهم. Et nous allons revoir M. Tebboune lorsque lui, le représentant de la première institution du pays, ne craint pas de violer ouvertement, publiquement, officiellement, en présence de directeurs de journaux et de journalistes, la présomption d'innocence et le secret de l'instruction d'un présumé innocent qui a été incarcéré pour le seul crime d'avoir fait son travail de journaliste. Écoutez-le. صحفي يخرج يستنطق لأن قال كلام قوي على الدولة الجزائرية مش على الرئيس ولا يستنطق يخرج يمشي للسفارة يعطيه معرض حال استنطقني فلان واستنطقني فلان ايش راك ماكش بعيد على الخبارجي هذا صحفي. Voilà, vous avez entendu, vous vous êtes fait une idée très claire, même si je ne doute pas que votre idée, vous l'étiez déjà faite depuis longtemps. Ce régime n'a pas changé, il ne changera pas, il ne s'en mandera jamais. Pourquoi, me diriez-vous? Parce qu'il est dans un pli. Vous savez, c'est comme le pli du pantalon qu'on repasse. C'est un pli, vous aurez beau le laver, il restera ce pli. Ces gens, ils sont les héritiers d'autres gens qui sont comme eux, qui leur ont légué non pas une éthique, une façon d'être, comment dirais-je, le sentiment d'appartenir à ce grand corps des grands serviteurs et des grands commis de l'État qui donnent l'exemple, qui sont les premiers à être rigoureux dans l'observation totale de la loi, du principe de droit. Eux ne sont pas comme ça. Ils ont été élevés dans la violation du droit, dans la turpitude, dans le penchant à commettre du pillage, à se servir, à considérer ce pays comme sa propriété privée, à considérer les gens comme autant d'esclaves, à considérer toute pulsation de liberté comme un acte d'hostilité, comme une menace contre sa propre carrière, sa propre famille même, son propre devenir. Ce sont des gens qui sont comme ça, qui réfléchissent comme ça. Et il suffit d'entrer, j'allais dire, pas dans le costume, il suffit d'entrer dans le pyjama de ces gens, parce qu'ils ne font rien d'autre que se servir et de massacrer, de dévaster, de saccager tout un pays. Il suffit de rentrer dans le pyjama de ces gens-là pour devenir comme eux. Vous prenez par exemple M. Belhamer qui a été journaliste, qui pendant qu'il était journaliste tenait de grands discours, affirmait de grandes choses, mais qui aujourd'hui se fait l'outil et le bâton d'une junte qui tente de tout faire et n'importe quoi pour réduire le Hirak, pour empêcher ces aspirations vitales, essentielles, légitimes de tout un pays
de tout un peuple qui s'est enfin soulevé, qui s'est enfin dressé pour reconquérir sa dignité. Eh bien, M. Belhammer se fait le bâton de ce régime que tout le monde veut dégager contre son propre peuple. C'est comme ça. C'est le cas de la plupart des gens qui sont au service de cet État. Je ne jette pas la pierre à tous les serviteurs de l'État parce que j'en connais personnellement qui continuent de servir, qui sont en quelque sorte pas dans l'État, ils sont dans la haute administration. Parce qu'il faut une haute administration, même dans un régime prédateur, parce que ce pays a besoin de tourner. Ce pays a besoin d'avoir de la lumière, d'avoir de l'eau, d'avoir des routes, d'avoir des gares, d'avoir des aéroports, d'avoir des trains, de pouvoir le nourrir. Surtout un pays qui ne produit plus aucune richesse, aucune, si ce n'est celle qu'il tire du sous-sol, qui est celle des générations futures et qu'il est en train de gaspiller, dont il expatrie une grosse partie vers ses comptes de l'étranger, vers leurs comptes personnels, s'entend, pour acheter de grosses résidences, lancer des affaires. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, il faut se poser la question, beaucoup d'entre eux sont riches en milliards de dollars dans des pays occidentaux. Moi, je ne parle pas de ceux qui ont planqué leur argent aux Émirats ou dans des paradis fiscaux. Je parle de gens qui ont planqué, qui ont blanchi leur argent dans des pays occidentaux qui se disent de droit. Et tout le monde sait qu'on ne peut pas blanchir comme ça en l'espace de quelques années 5, 10, 15, 20, 30 milliards de dollars. C'est impossible. C'est impossible. Ces gens-là ont blanchi leur argent le plus normalement du monde et vivent sur un très grand pied, au point où certains parmi eux n'ont même pas de domestiques maghrébins, algériens, tunisiens. Non, non, non. Ils ont peur que leurs secrets sortent. Donc ils prennent des domestiques occidentaux, hein, pour vous dire. Ils se payent le luxe d'avoir ce qu'il y a de meilleur. Et ils consomment et ils se permettent ce qu'il y a de meilleur dans le monde, en tout, au point où ils ont perdu le goût de l'excellence. صحفتوركم بارك الله فيكم. Merci de nous avoir suivis. كثر خيركم ويعطيكم الصحة وربي يعطيكم الخير. He's gonna be free, viva l'Algérie. He's got to be free, viva l'Algérie. طير الحر يشرب بالمر ما كفاه صبر ضياع صغر يوفى العمر قرب القبر وما تحاش صنديد في حلم وتولد دل شد في الحبل سيلو نكحل شميثة ما طل حبه يبكم باش ما يقولهاش القضية عادي ماضي راضي الميزان ويو زوالي قصيرة مباصي الفينقاويو مهرازي عيط خوتك وقفوا الباقي قيو لو كومبا كونتينيو الشياتا يفتيو اللي يركبوا داروا كيلكو بوست ومن بعد خلاص راجع مزيان من بكري فري وبقطيع الراس السبع بالقيمة عالي ميت ولا عاش محب الشر يحكي دوماج ما فهمتوهاش طير اليوم فق من النوم مفزوع يلوم توحش الأميمة توحش الأولاد الغراب عليهم الغيامك حالت الأميمة قالت حتى صحابها ما تدوم اصبر يا وليدي ربي من بكري دار موسى الكل فرعون الحقرة قايمة العدالة هايمة غلطها التليفون الحقرة قايمة العدالة هايمة غلطها التليفون He's gonna be free, viva l'Algérie. He's got to be free, viva l'Algérie.